Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rencontre exceptionnelle avec l'un des frères Dardenne, quand même, Luc Dardenne. On laisse certains étudiants de l'ECAL qui arrivent et qui s'installent à l'instant. Je précise justement que cette rencontre va être animée par Paolo Moretti, le responsable directeur du département cinéma de l'école, donc l'école cantonale d'art de Lausanne, que beaucoup d'entre vous connaissent pour ceux qui sont d'ici, et pour les autres, vous savez que c'est une grande école de cinéma basée à Lausanne et créée, je crois, en 86, me semble-t-il. Et d'autre part, moi-même, directeur de la Cinémathèque suisse. Donc, je vais d'ailleurs accueillir Paolo. Paolo va me rejoindre. Je te laisse prendre un micro et t'asseoir là, on peut l'applaudir. Non, mais c'est quoi ? Prends un micro. Voilà. Et à tout seigneur, tout honneur, on a l'honneur d'accueillir celui qui, avec son frère quand même, a remporté, je suis obligé de le dire comme ça, quand même, a remporté 2 palmes d'or, prix de la mise en scène. Enfin, je vais pas faire la liste, on aura l'occasion d'en parler. On a à peu près une petite heure pour converser ensemble. Et après, évidemment, suivi de la projection de l'une des palmes d'or, la deuxième en l'occurrence, L'Enfant, que évidemment Luc Dardenne nous présentera. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Luc Dardenne. Un micro. Bienvenue donc au Capitole, Cinéma Capitole, récemment rénové. Donc très beau, très beau. On parle entre collègues parce que Luc Dardenne a piloté une rénovation monumentale à Bruxelles, qui est le Palace. Et je vais peut-être commencer par ça, parce que c'est totalement... Je bouleverse mon plan, mais peut-être commençons par ça, parce que finalement... vous l'avez évoqué plusieurs fois, en fait, on n'a pas une formation de cinéma au départ. Le cinéma est venu pour d'autres raisons, on y reviendra après. Mais par contre, il y a une passion qui est la passion de l'histoire du cinéma, de la projection. Et c'est rare finalement que des cinéastes s'engagent autant, à la fois pour la Cinémathèque royale de Belgique, puisque tu y participes dans le bureau de la Cinémathèque, et au Cinéma Palace. Alors raconte peut-être en quelques mots cette aventure de sauvetage en fait d'une salle de cinéma qui nous parle beaucoup ici, puisque voilà, nous sommes dans une salle sauvée, si on peut le dire comme ça. Voilà, brièvement, bonjour. Brièvement, je dirais, voilà, c'était une salle pâtée de 1913. 1300 places ou 1200 places, toilettes dames, toilettes hommes, puisque auparavant, dans les salles, ça n'existait pas, c'était tout à fait nouveau en 1913. Avant, les toilettes, il fallait sortir, aller dans un autre bâtiment. Et on a aménagé dans ce lieu qui avait servi à plein de choses. Un peu de cinéma, mais je dirais dans les années, fin des années 90, il y a eu 2-3 années de cinéma où il y avait 2 salles qui avaient été aménagées. Mais ça n'a pas tenu très longtemps, et que nous, quand nous l'avons avec le gouvernement, c'est le gouvernement qui a acheté le bâtiment, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc gouvernement régional, si vous voulez, ils ont fait un appel à projet, notre projet a été retenu, et nous, on a fait 4 salles. Donc on a 621 places en tout, une salle de 380, et puis 3 autres salles. Et on sort les films de la semaine, donc les films du marché, voilà. Et plutôt cinéma d'auteur, évidemment. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, même si on avait un problème financier, qu'on voudrait passer un film, je dirais, une plus grosse machine, UGC ne nous le permettrait pas, parce que je comprends tout à fait. Donc nous, on fait maintenant, on a commencé en 2018, quand on a ouvert, on avait plus ou moins 80 000 spectateurs et on en a 250 000. En étant passé par le Covid, où là, comme partout, on a eu des vrais problèmes financiers. Mais là, maintenant, on a 250 000, dont 25 000 scolaires, parce qu'on a beaucoup de projections pour les écoles en matinée.
Et voilà, ça c'est formidable. Et moi j'adore ça. J'adore voir que des gens viennent au cinéma. On a un restaurant aussi, parce que c'est vraiment un très grand bâtiment. On a un restaurant, on a des salles d'exposition et on accueille notamment les expositions revues, rescénographiées de la Cinémathèque de France. La Cinémathèque française à Paris. Oui, voilà. Donc on a Romy Schneider, et ce qui a beaucoup marché chez nous, c'était De Funès. Là, il y avait un gars, un Belge, un fou de Funès, qui venait habillé en gendarme de Saint-Tropez tous les jours. C'était un homme qui était retraité, évidemment. Il était là tous les soirs. Et dans la salle, il revoyait les films. Mais les gens lui faisaient demander des autographes, les enfants, parce que De Funès, c'est très familial. Comme si. Voilà, là, on a fait cette expo. Enfin, notre priorité n'est pas de faire des expos, mais de montrer des films. Voilà. Et je dois dire, on a créé une communauté. Et ça, au dernier conseil d'administration, qui a eu lieu mercredi à midi, le directeur a dit, ce qui est formidable, c'est parce qu'on a fêté l'anniversaire de l'ouverture, il y a une communauté de gens qui commencent à se connaître un peu, à parler de générations différentes. Ça, c'est ça qui est très beau aussi, de voir. Il y a des gens de 80 ans, des gens de 12-13 ans qui viennent avec leurs parents, ou alors des jeunes étudiants comme vous. Voilà. Et ça, c'est formidable. Voilà. Luc Dardenne, revenons peut-être à un peu plus chronologique, en partant du départ, puisque je l'ai dit, ni Jean-Pierre ni toi n'avaient vraiment étudié le cinéma. Toi, c'est plutôt la philosophie. Donc, qu'est-ce qui t'a fait dévier de la philosophie ? Non, c'est compliqué. Mais c'est peut-être pas une déviation. Hein, non, c'est pas une déviation. Mais pour résumer les choses, il y a un metteur en scène de théâtre qui vient travailler en Belgique. Ce metteur en scène s'appelle Armand Gatti. Mon frère étudie la comédie, enfin, pour être acteur. Ce monsieur, ce metteur en scène, écrivain, dramaturge et cinéaste aussi, il a fait des films, lui dit « Je ne crois pas que tu seras un grand acteur ». Mon frère l'accepte. Il ne savait pas, il avait voulu être acteur. Voilà, comme ça, parfois on veut quelque chose et puis on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on voulait. On change. Et il lui a dit « Sois mon assistant. Tu seras mieux à ta place. » Même s'il jouait quand même dans le spectacle, mais il n'avait pas un rôle principal. Et alors, moi, je les rencontre un peu plus tard, en allant porter le linge propre à mon frère, qui vivait dans une communauté avec les étudiants, quoi, qui montaient la pièce de ce Gatti. Et Gatti me dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, à l'époque, je venais de quitter l'école secondaire et j'ai étudié la philologie. Mais romane. C'était pas vraiment ce qui me plaisait, mais il y avait des cours de philosophie qui étaient donnés aussi dans cette université. J'allais plutôt suivre ces cours-là. Et puis, dans les comédiens parce que j'ai rejoint l'équipe, et dans les comédiens, il y avait un qui avait fait un an de philosophie et qui avait ses cours. Voilà. Et j'ai lu ses cours et j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire aussi. Voilà. Donc, on arrête le théâtre, et mon frère et moi, durant l'expérience théâtrale, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, il y avait de la vidéo. C'était le début de la vidéo. Hein. On était en 1972, 73. Moi, j'avais 18 ans. Et mon frère, 21. Et on avait vu comment il filmait. C'était le caméraman avait travaillé pour Gorin et Godard. C'était Ned Burgess, américain, déserteur de la guerre. Pour ne pas aller au Vietnam, il était venu faire un voyage touristique à Paris et il n'est pas rentré. Il est devenu le caméraman de Gorin plusieurs fois et de Godard, quand ils ont fait un film ensemble. J'ai oublié le titre. Oui, les films plus politiques et en effet voilà, le début de la vidéo. Et voilà. Et là, nous, on a regardé cet homme travailler. Et puis nous sommes allés en Irlande faire un film avec toujours ce Gatti qui était devenu à ce moment-là metteur en scène de cinéma. Et moi, j'étais son assistant. Et Jean-Pierre était l'assistant caméra. Et donc voilà le cinéma. Mais quand même, dès qu'il y a eu la vidéo, on a voulu faire... C'était un peu politique dans notre esprit. C'était...
Les premières choses qu'on a faites, vraiment, les toutes premières choses où on a pensé qu'on faisait quelque chose vraiment qui nous plaisait, voilà, on allait dans des grandes cités, les cités ouvrières de notre région, et un peu naïvement, mais ça s'est bien passé, mais ça aurait pu mal se passer, on frappait à la porte ou on sonnait en bas, on disait, voilà, madame, nous sommes 2 personnes qui essayons de faire en sorte que les gens communiquent entre eux dans les grandes cités où il n'y a pas de lieu collectif pour se voir, etc. Alors, les gens disaient, bon, oui, quoi. Et alors, on expliquait qu'on avait une vidéo voilà, et qu'on allait filmer. Parfois, les gens descendaient, ne nous faisaient pas entrer tout de suite chez eux. Et notre chose était simple. On disait, est-ce que dans votre vie, vous avez vécu une injustice, quelle qu'elle soit, dont vous seriez prête ou prêt à parler, là. Et on vous filme. Et samedi, on va... Alors, c'était un garage, parfois il y avait un café qui acceptait, parfois une salle sous une église, une salle paroissiale. Parfois, il y avait une maison du peuple. Le Parti socialiste avait encore quelques maisons du peuple à l'époque. Et peu de gens venaient. Ceux qui avaient été filmés venaient. Puisque, oui, mais la vidéo, les gens, ils ont vu ça comme ça, nous aussi d'ailleurs. C'est que si vous filmez en pellicule, ben, il faut attendre le développement. Bon, là, non, tout de suite. D'ailleurs, on leur montrait, regardez, voilà, comme on vient de vous filmer, vous êtes comme ci, vous êtes comme là. Je crois que ça a joué beaucoup. Les gens venaient se voir. Et puis, bon, aussi d'autres gens. Et puis, on faisait des plus grandes projections après 1 mois ou 2. Et voilà ce qu'on a fait pendant 3 ans. On a filmé des gens pour parler des injustices qui étaient souvent sociales, puisque c'était dans ce milieu. Enfin, on a quand même eu des femmes, déjà à l'époque, qui avaient été frappées, qui avaient divorcé, et qui parlaient de ça. Ce qui était très courageux à l'époque de leur part, d'oser parler comme ça, parce que d'autres gens de la cité voyaient. Voilà, donc on a fait ça. Mais vous créez à ce moment-là aussi une société de production spécifique pour les... Pour avoir la subvention de l'État, parce que notre travail est remarqué par un homme qui s'appelle Henri Ingberg, qui a joué un rôle important pour nous, puisqu'il était aussi l'ami du metteur en scène dont j'ai parlé, Armand Gatti. Et lui, il dit, mais c'est intéressant ce que vous faites, et justement, le ministère va essayer d'équiper ce qu'on a appelé à l'époque des vidéobus. Et c'est nous qui avons un peu expliqué comment fonctionnait la vidéo, puisqu'on était les seuls à faire du travail documentaire avec de la vidéo à l'époque, en Belgique. Et donc, il nous a subventionnés parce que notre travail rentrait dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation permanente. Voilà. Et c'est vrai que ça nous a évidemment permis de vivre. Voilà. Et c'est à travers ce travail qu'on a découvert ce qu'était un cadre, ce qu'était une prise de son. Bon, on faisait ce qu'on pouvait, parce qu'avec un micro, voilà, on a un micro qui était le même pour tout. On n'avait pas de micro, on n'avait qu'un micro. Parfois, on le mettait dans le champ. On voulait que les choses soient entendues, donc parfois le micro, on le voyait. On essayait qu'on ne le voit pas quand même, mais bon, parfois oui. Voilà, c'est là qu'on a appris notre travail, notre métier. Votre cinéma est souvent associé à la notion de personnage ordinaire, on appelle ça ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce que ça signifie pour vous, en fait, cette notion de ordinaire, extraordinaire, et comment vous travaillez cette frontière, en fait, dans vos films? Oui, on prend effectivement des gens ordinaires. Je crois qu'on a toujours filmé des gens ordinaires, ou comportement qui peut être extraordinaire. Hein, ou à qui il peut arriver des choses extraordinaires aussi. Mais on a pris des gens ordinaires. Et comme je disais tout à l'heure aux étudiants et étudiantes, quand on filme quelqu'un d'ordinaire, de tous les jours, et je parlerai un peu de la solitude de ces personnages après, de tous les jours, il faut faire attention de ne pas les caricaturer, de ne pas, entre guillemets, se moquer d'eux, qu'il n'y ait aucune forme de mépris ou aucune forme non plus de valorisation, parce que bon, c'est quelqu'un qui appartient à la classe ouvrière, donc c'est génial, c'est quelqu'un qui a souffert, donc il faut essayer de le voir simplement comme il est, pas de le faire entrer dans une image qui permettrait au spectateur, à la spectatrice de dominer, de l'objectiver, de dire « Ah,
Je sais ce que c'est, je sais qui il est, j'ai compris, ça va, c'est comme si j'avais vu le film. C'est comme si je savais qui il était. Non. Donc on essaie, le personnage qu'on filme, il échappe, on essaie toujours qu'il échappe, d'une manière ou d'une autre, avec le cas. Enfin, je ne vais pas, ce sera un peu long, mais qu'il échappe. Alors, ordinaire aussi pour nous, parce que quand mon frère et moi, on revient dans notre ville de natale, enfin, on a vécu dans la banlieue de cette ville, mais enfin, peu importe, c'est quand même, cette ville-là, c'est Seraing, qui est une ville sidérurgique importante dans l'histoire. Quand on revient là, en 74, on ne reconnaît pas l'endroit où on a fait nos études secondaires. Parce que la sidérurgie s'est écroulée, est en train de s'écrouler plutôt. Et donc, les rues désertes, les magasins fermés, les bistrots, la vie, les écoles, la poussière, partout. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les jeunes, seuls, plutôt solitaires, puis la drogue qui s'introduit à ce moment-là. Et on a vu des gens solitaires. Et l'élément, quand on écrit La Promesse, c'est plus tard, mais quand même, 20 ans plus tard, je me souviens, dans la première version de La Promesse, donc je résume très fort, c'est l'histoire d'un garçon belge, blanc, 14 ans, qui exploite des travailleurs émigrés, enfin des migrants, comme on dit aujourd'hui, avec son père. Et il loue, c'est des marchands de sommeil aussi, si vous voulez. Et à un moment donné, ce garçon va prendre le parti d'une étrangère. Il va voir un être humain dans cette femme étrangère, alors qu'ils n'ont jamais vu un être humain parmi ces étrangers et étrangères. Mais là, le gamin va voir. Et dans la première version du scénario, on avait imaginé qu'il y avait un personnage plus âgé, qui appartenait à une tradition ouvrière de la région, où la solidarité est une vraie valeur, et qui disait, au gamin, il ne disait pas ça, mais je veux dire, le sens des scènes où intervenait ce personnage qui avait une soixantaine d'années, c'était de dire, ton père est une crapule, il se trompe, tu ne dois pas suivre ce qu'il dit. Mais ce personnage-là, on a dit, il n'existe plus. Le garçon de 14 ans, il est seul. Il aime son père l'aime à sa façon, mais c'est quand même une relation. Il va devoir le trahir. Comment amener un garçon de 14 ans à trahir son père? C'est-à-dire, si vous voulez, à le dénoncer. Donc c'est devenu ça. Donc les personnages ordinaires, on les voit comme des gens seuls. Je dirais sans statut, toujours précaires, en déséquilibre, jamais vraiment là, toujours cherchant leur place, sans place. Rosetta, la mise en scène, c'est toujours, elle n'a pas sa place. Il y a toujours quelqu'un qui prend la place de quelqu'un. On a pensé la mise en scène, je dis ça ici pour les étudiants, qu'il y a toujours quelqu'un, et quand on remet la caméra dans le même lieu plus tard, on la met à la place de la personne qui a été licenciée, qui a été sortie de l'espace. Parce que inconsciemment, ça joue. Le spectateur, la spectatrice, il y a quelque chose qui se passe. Ils sentent ça, que c'est la place où était l'autre, la place que Rosetta a prise à l'autre personne, la place de l'autre personne prise par Rosetta. Donc, nos personnages ordinaires, ce sont des gens solitaires qui cherchent à rencontrer quelqu'un, qui cherchent une entraide, qui cherchent un secours, qui cherchent, voilà, comment s'en sortir, comment se sortir de la cage. C'est ça nos films. Je voulais juste comprendre, tu viens de décrire assez clairement comment, finalement, à l'écriture, vous réfléchissez ces personnages dont parlait Paolo, comment vous allez les construire, mais justement, comment s'opère au fond ce glissement parce que là, on est en train de créer des personnages dans la fiction, et au fond, on a parlé des documentaires, des premiers travaux documentaires que vous faisiez, vous en avez fait plusieurs, des films complets. Comment s'opère ce glissement vers la fiction, justement? À quel moment ça s'opère et comment ça s'opère? Parce que finalement, on a l'impression que tu es en train de nous raconter exactement la même chose, mais d'une autre façon. Documentaire, c'était plus des plans fixes. C'était lié à la technique vidéo, si on ne pouvait pas trop bouger notre caméra. Mais enfin, c'est quand même plutôt des plans fixes. Parfois, des gens marchent, et donc on est un peu en mouvement, on les suit, mais c'est plutôt rare. Et je pense que ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit que le documentaire ne nous convient plus,
c'est parce qu'on commence à mettre en scène les gens. On dit, mais non, non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Attends, on va te faire le... Et tu viens de là, et tu apparais. Et on s'est dit, mais finalement, dans notre dernier documentaire, c'est un peu ça. Et on se dit, mais bon, finalement, bon voilà. Je crois que c'est venu de là. Et quand même, notre intérêt aussi pour la fiction, pour les acteurs, les actrices, ça aussi, inventer des histoires. Il y a ça aussi, mais c'est un saut, évidemment, c'est un saut. Et pour faire ce saut, peut-être on peut dire qu'on a fait une adaptation d'une pièce de théâtre, donc on avait quand même le texte comme référence, donc comme document, si vous voulez, comme réalité, qui nous obligeait à filmer. Enfin, on pouvait ne pas filmer la personne qui parle, évidemment, c'est sûr, mais enfin, quand même, ça nous obligeait à certaines choses. Et peut-être que c'est ça, quand on a fait ça, qu'on s'est dit on pourrait écrire nous-mêmes, on pourrait le faire nous-mêmes. Peut-être qu'il y a eu ce passage, cet intermédiaire, quoi. Ce qui était falche, en l'occurrence. Falche, oui. Et en même temps, il y a quelque chose de profondément, comment dire, essentiel du documentaire, peut-être pas de ceux que vous réalisiez, qui rentre dans votre film de fiction, c'est-à-dire l'imprévisibilité des personnages que vous construisez avec une minutie, voilà, vraiment d'orfèvre. C'est ça. Donc cette imprévisibilité, en fait, comment garder cet équilibre entre les prévus, ce qui est écrit sur les scénarios, les gestes, etc., et cette idée que la caméra cherche toujours un personnage qui semble lui échapper. Voilà. Et la même chose pour la lumière. Le dernier film qu'on vient de faire, aucune lumière de cinéma. Aucune. Il faut faire attention parce que les lumières de la vie, appelons-les comme ça, de la réalité, peuvent créer du graphisme et vous donner des effets. Donc il faut faire attention. Donc on a dû parfois supprimer, parfois faire des choses. Comme on a enlevé des choses, mais on n'a pas éclairé. Alors, le visage de quelqu'un, bon, parfois on se dit, tiens, ce serait bien qu'il ait une certaine présence différente que celle que la lumière réelle nous donne. On dit, on s'en fout. Il est à contre-jour, c'est rien. Je crois que dans l'ensemble, ça donne quelque chose d'assez brut, assez... Bon, on verra bien, il n'est pas encore sorti, il n'est pas fini. Mais c'est vrai que l'imprévisibilité, c'est une chose qu'on cherche constamment. Donc, on construit nos plans de manière à ce que le spectateur ou la spectatrice ne puisse pas deviner déjà dans le plan A ce que va être, enfin dans la position A de l'acteur, du personnage, du corps cadré, qu'on ne puisse pas deviner ce que va être le mouvement B. Et par exemple, si on filme, on le fait dans plusieurs... Il faut faire attention que ça ne devienne une manière, un système aussi. On ne répète pas ça à vide. Mais par exemple, si un personnage, à un moment donné, va vers un endroit et qu'on veut qu'il fasse demi-tour ou qu'il soit interpellé par un autre, eh bien, on fait tout pour que jamais on ne prépare ce mouvement, ce revirement. Parfois, on filme le revirement et parfois, c'est le personnage, comment vais-je dire, parfois on le filme et on voit qu'il bouge et qu'il fait demi-tour, par exemple, parce qu'il a oublié ses clés, pour prendre un exemple. Mais c'est pas dans ce sens-là. C'est souvent, nous, des revirements qui sont là. Le spectateur, il ne sait pas pourquoi le personnage fait demi-tour. Il va le comprendre plus tard. Mais s'il fait demi-tour, on ne va pas faire en sorte qu'on puisse cadrer ce demi-tour. Là, attention, quand tu fais demi-tour, là, on aimerait bien t'avoir net, donc fais gaffe, va pas trop vite, hop, et puis tu suis. Non, on dit à l'acteur, fais comme tu ferais, toi, dans la vie. Nous, on va se démerder avec notre caméra, on va voir. C'est comme ça qu'on essaie, parce qu'on répète beaucoup. Donc, avec les acteurs, professionnels, pas professionnels, c'est la même chose. On répète au moins 4-5 semaines avant de tourner. Et des mouvements comme ça. On dit, voilà, on te suit, et à un moment donné, tu te retournes parce que, bon, on va comprendre plus tard pourquoi tu t'es retourné et que tu allais voir quelque chose ou quelqu'un. Et il se retourne et il sort, il se retourne, on le rate, si vous voulez. On est à la mauvaise place. Si on avait voulu prévoir ce retournement, on ne serait pas mis dans son dos comme ça. Mais il se retourne et hop, il vient vers nous et on doit se retirer pour le laisser passer. Et il sort vraiment, et puis après on le suit. Donc, on essaie de créer de l'imprévisibilité comme ça, comme s'il débordait du cadre qu'on n'avait pas prévu. Voilà.
Parfois ça marche, parfois pas. Bon, et tout ça, c'est facile à dire, mais bon, il faut voir comment. Et s'il y a un peu de flou, on le perd, c'est pas grave. On a eu un pointeur qui nous a dit « Je ne signe pas le film ». Il avait dit, c'était génial, il avait dit, parce que comme le film était sélectionné à Cannes, il était un peu revenu sur sa position. Mais alors il avait dit, peut-être on pourrait maintenant, dans l'esprit de Dardenne. Et puis il l'a fait enlever. On avait dit, signe comme tu veux, si tu veux. Non, et parce qu'il y avait des flous, mais pas des flous non plus, il faut faire, parce que c'est pas n'importe quoi non plus, évidemment. Il faut pas exagérer, enfin, il faut doser, il faut ajuster, c'est ça. Hein. C'est comme au montage, 3 secondes, une demi-seconde, 3 images, ça compte. On se rend compte, plus on voit le film, plus on est en train de monter. Bon. Mais c'est un peu la même chose, il faut sentir ce qui est juste et pas juste. On ne fait pas flou pour flou, quoi. Si le pointeur arrive à faire le point bien qu'il se retourne subitement, ben, pourquoi pas? On a une prise où il y a le point, ben, c'est très bien. On ne va pas dire ouais, « tu as réussi à faire le point, c'est dommage ». Non, on l'a. Mais aussi, s'il n'y arrive pas, on dit « c'est pas grave ». C'est bien aussi, on verra au montage, on choisira la prise. On fait beaucoup de prises, enfin moins maintenant, mais on essaye des choses quoi, aussi au tournage. Donc, de quel ordre, combien de prises par exemple? Il y a des films, on faisait en moyenne une 20-30. Et puis d'autres, maintenant on est allé un peu plus vite. Là. On a tourné en 38 jours, là plutôt 7-8. Mais là on avait beaucoup de bébés, c'est plus compliqué. Donc on était heureux quand ça s'était bien passé. Au niveau du jeu, quoi, des acteurs, et des adultes et des petits. Film qui sera, on ne sait pas où il sera, mais enfin, qui est en train de se terminer. Voilà. Donc, on est dans la chronologie des 3 ans à peu près usuelle. Oui. Voilà. Mais justement, pour revenir un tout petit peu à la promesse que tu évoquais tout à l'heure, dans laquelle d'ailleurs tu donnes des rôles importants à deux comédiens qui vont être vos compagnons de route pendant plusieurs, qu'on va revoir, dont un qu'on va voir tout à l'heure, là, Jérémy Régnier d'un côté dans L'Enfant de 14 ans et Olivier Gourmet dans le rôle du père. La promesse est sélectionnée au Festival de Cannes, donc c'est votre 3e long métrage. Quinzaine, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit la quinzaine, oui, quinzaine des réalisateurs et réalisatrices. Et donc, qui est une section non compétitive, enfin, plus ou moins. Plus ou moins. It's complicated. C'est compliqué, voilà. Dont il a été directeur quand même pendant quelques années, comme tu sais. Et ensuite, l'année suivante, c'est Rosetta, qui arrive un peu comme un ovni, et je me souviens très bien de ce moment-là à Cannes, en fin de compétition. Il y a la moitié des journalistes qui sont même plus là parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on va aller voir? Je crois que c'était une projection l'après-midi. Enfin, c'était très voilà. Enfin, il était un peu comme le dernier film c'est ça. Hein, et tout d'un coup, ce film extraordinaire qui révèle Emily Dequesne aussi d'ailleurs va remporter la Palme d'Or. Qu'est-ce qui bascule pour vous à ce moment-là, si quelque chose bascule? Ben, ce qui bascule, c'est qu'on se dit, parce que nos distributeurs, coproducteurs ne voulaient pas qu'on révèle quoi que ce soit du film, et ils avaient raison. Mais je pense qu'il y avait, chez tout le monde, chez eux, chez nous, la peur qu'on ne s'intéresse pas à quelqu'un comme Rosetta, une fille qui perd son boulot, qui vit dans une caravane avec sa mère qui boit, qui est alcoolique, qui la jette à l'eau. Est-ce que les gens vont s'intéresser à ce genre d'histoire et à ce genre de personnage, quoi? Donc il y avait la crainte. Et je dois dire, c'est une surprise, mais totale, hein, parce qu'on nous a demandé de rester à Cannes. On était le samedi et le palmarès le dimanche, donc on restait de toute façon. On ne nous a pas demandé de rester, mais on nous a dit qu'il fallait revenir le dimanche soir. On nous a dit ça le samedi soir, qu'il fallait revenir avec Émilie. D'où, si on vous dit de revenir avec la comédienne, ben c'est la comédienne qui a le prix. On n'a jamais pensé qu'on avait pas le Palme d'Or, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on n'a jamais pensé. C'est parce qu'il y avait plus... Et même, tu vois, nous, c'est la première fois qu'on allait là. À la quinzaine, c'est différent. On est entre cinéphiles, enfin, gens qui aiment le cinéma, qui viennent voir... Voilà, et c'est bien, c'est formidable. Mais là, c'est autre chose. Je parle du palmarès, quoi. À la quinzaine, il n'y avait pas de palmarès. Il y en a
Non, il y a quelques prix, mais non, c'est Voilà. compétitif. Mais là, à l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait le prix de la SICAI, oui. Oui, voilà, c'est de cet Voilà, ordre-là. qu'on avait eu avec la promesse. Oui. Et donc, vous voulez, nous on était on était vraiment surpris. Là, on voit Émilie, on est content, bon voilà. Et puis il y a un autre film d'un autre réalisateur, d'une autre réalisatrice, et c'est nous qui l'avons. Alors là, c'est surprenant. Et on s'est dit, après, on était très heureux évidemment, mais on s'est dit, ben, les gens, donc, on ne se trompe pas. Contrairement à ce que disaient certains, on peut s'intéresser à des filles comme elle, à des personnages, je veux dire, des gens pauvres, des gens ordinaires, qui ont une vie qu'on ne voit pas. Et nous, on l'a mise au milieu de l'écran, au centre de notre cadre, et les gens ont accepté et l'ont aimé. Je ne dis pas que le film a été aimé partout, parce qu'aux États-Unis, on n'a pas tenu une semaine, hein, avec Rosetta. Mais d'autres pays, oui, beaucoup. En France, ben ici aussi, il a marché dans beaucoup de pays, mais bon, il y a des pays où ça n'a pas marché. Mais je pense que Rosetta, elle vote Trump, si elle est américaine, la petite Rosetta, qui se bat. Parce que c'est un personnage très contemporain. Encore aujourd'hui, je me dis, mais elle en veut à tout le monde. Elle a une vie d'enfer, évidemment, c'est pas pour rien qu'elle en veut à tout le monde. Mais elle en veut, et elle veut un vrai travail, et pour avoir ce travail, elle dénonce son copain. Le seul gars qui veut l'aider. Elle dit, ouais, moi je vais prendre sa place. Et elle prend sa place. Et puis après, il vient la retrouver, et il y a quand même un échange de regards. C'est pas un film cynique. Mais quand même, elle, c'est un vrai personnage qui pense d'abord, moi je veux m'en sortir, moi et moi toute seule. Je m'en fous des autres, rien à voir. Et ça, c'est des personnages très contemporains, qu'il ne faut pas condamner, mais qu'il faut savoir les conduire, et comme nous, on essaie de les amener vers le fait qu'ils rencontrent quelqu'un, et qui est une entraide qui commence, qui est une fraternité, une solidarité, je ne sais pas comment il faut appeler cela, mais en tous les cas, un lien humain, qu'on n'est pas seul. Oui, on est seul, mais il y a moyen peut-être de sortir de cette solitude. C'est ça qu'on essaye de raconter dans nos films. Je reviens un peu plus au côté fabrication. Vous tournez en continuité. En tout cas, c'est la méthode. Qu'est-ce qui vous apporte, ou quelle est en fait la nécessité de tourner en continuité? Quel est le bénéfice? Oui, pour nous, donc, on tourne le premier plan le premier jour, et le dernier plan le dernier jour. Et on répète aussi comme ça. On répète, premier jour, premier plan. Et ça nous donne, c'est ce que nous pensons, peut-être que ne pas tourner comme ça donnerait d'autres possibilités qu'on ignore. Mais en tous les cas, nous, on sent le personnage, et je crois que l'acteur et l'actrice aussi, des acteurs professionnels comme Cécile de France ou Marion Cotillard, avec qui on a travaillé, nous ont remerciés d'avoir tourné comme ça, en disant qu'elles avaient senti le personnage, la progression. Oui, devenir elle, les accaparer et les prendre. Et ça, en répétant comme ça, et bon, ce sont des grandes actrices, évidemment, toutes les deux, elles savent ça. Elles savent comment il faut se transformer légèrement dans la démarche, dans plein de choses, les épaules, plein. Mais quand même, ça les a aidées beaucoup, beaucoup. Et nous, ça nous aide, c'est surtout pour nous. C'est à nous qu'on pense, un peu comme Rosetta. Ça nous aide parce qu'on se dit, on la regarde, et nous on regarde ce qu'on a filmé, on répète. Et on dit, tiens, là, elle évolue, on pourrait lui demander de faire ceci plutôt que cela. On réécrit, on se permet de revenir en arrière, de dire, tiens, la scène qu'on a répétée la semaine dernière, on va la reprendre. Voilà. Et au tournage aussi, hein, on a fait des choses, on a avancé, le personnage a évolué, puis on se dit, mais tiens, finalement, là, ce qu'elle vient de faire dans la scène 55, si on avait déjà imaginé que dans la scène 3 qu'on a tournée, on garde tous nos décors, c'est pour ça que ça coûte un peu cher aussi nos films, on garde tous nos décors pour les répétitions, parce qu'on répète dans les décors avec une caméra, hein, vidéo, donc le son et l'image. Brut, évidemment, le son, très brut, mais l'image aussi, mais enfin, on a quand même le cadre, hein, c'est ça qui compte, pour les mouvements des personnes. Donc on répète avec notre caméra, un micro qui est intégré à la caméra, les lumières telles qu'elles sont, quoi. On fait un diaph pour
pour voir, quoi, pour y voir un peu clair quand même. Et c'est là qu'on découvre tout le mouvement de caméra, en même temps. Qu'on découvre, je n'ai pas dit qu'on allait les imiter, mais on les découvre et on les trouve souvent quand même. Mais pour revenir sur la continuité, pour nous, ça nous permet de tourner parfois des fins différentes. Parce qu'on se dit, tiens, on a senti, et il pourrait aller jusque-là ou jusque-là. Et dans Le Fils, c'est arrivé, par exemple. Et puis on a décidé, non, ce sera cette fin-là, mais on en avait deux. Avec l'évolution, le fait d'avoir tourné comme ça, d'avoir vu Olivier Gourmet, revu, mais il serait capable peut-être, bon voilà, mais quelqu'un d'autre dira peut-être, oui, mais commencer par filmer par la fin, c'est bien aussi. Mais nous, c'est comme ça, on aime, ça nous rassure aussi, je crois. En restant justement sur les décors et sur ces luxes finalement, parce que pas beaucoup de films peuvent se permettre de maintenir les décors actifs tout le temps. Sur la question des décors qui sont un élément très significatif dans vos films, je vous ai entendu, voilà, là aussi il y a un équilibre qui constitue à ne pas se faire, comment dire, avoir par les décors, par les graphismes des décors, notamment voilà, les vôtres qui sont extrêmement identifiables. Quel genre de discussion vous avez, comment vous travaillez? Les décors, on les supprime. On dit non, parce que c'est vrai que c'est très graphique. Et les directeurs photo et les caméramans, directeurs photo, les chefs opérateurs, ils aiment bien ça, généralement. Regarde, si on élargissait le plan, ce serait formidable. Et nous, on dit oui, mais lui, il n'existerait plus. Mais on peut faire un plan large, évidemment. Attention, je ne dis pas qu'il faut filmer nécessairement en plan rapproché, c'est pas ça. Mais c'est nous qui faisons ça. Et moi, quand Kiarostami fait le plan large à la fin du film à travers les oliviers, c'est génial. C'est la mise en sans ce plan large, il n'a pas la mise en scène qu'il cherche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de plan large, hein, on est bien clair. Mais je dis simplement que pour nous, le graphisme des décors de notre région sidérurgique, vous imaginez les verticales, toutes les cheminées, toutes ces choses vertes. C'est fort dessiné, c'est noir en plus, à cause des fumées, de la suie, etc. Donc, c'est fort dessiné et les corps disparaissent, les corps humains, des acteurs, des actrices. Donc voilà. Et nous, ce que je disais ce matin à deux étudiants qui m'ont interviewé, c'est que je me demande, mais je ne suis pas sûr, j'ai dit ça, mon frère et moi on se dit ça, mais peut-être que notre manière d'interpréter le fait qu'on aime tellement d'être proche des corps des acteurs, sans faire des gros plans, mais quand même, par moments, oui, c'est comme si on avait peur que ces corps ne disparaissent. Comme si, je ne sais pas, dès qu'on sent que le personnage disparaît, qu'il n'existe moins, eh ben, on se dit, non, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche toujours à ce qui brûle, à ce qu'il y ait une densité du corps, et du corps, quand je dis du corps, c'est pas la viande, c'est le corps, c'est un corps humain, un corps-esprit, si vous voulez, un regard. Hein. Mais il ne faut pas non plus trop près, il faut trouver la distance. Et puis c'est la souffrance aussi qu'on aime filmer, et ça se lit sur le corps. Voilà, les gens qui se battent pour en sortir, donc c'est une souffrance de s'émanciper de quelque chose auquel on tient, ou bien qui vous emprisonne. J'aimerais revenir peut-être juste un instant à l'origine des films, parce qu'au fond, tous vos films travaillent sur le social, sur une société en crise. Je viens de parler de la douleur, en effet, c'est quelque chose d'assez présent dans les films, hein, des personnages qui souffrent, qui se battent, enfin, qui peuvent avoir des bonheurs et des résultats, mais disons, il y a quand même une lutte. Bon, alors, tu as évoqué la lutte sociale dans laquelle vous avez travaillé, d'ailleurs, avec Armand Gatti, mais finalement, comment naît l'envie d'un film, l'envie d'un sujet, l'idée d'un sujet, et l'envie de s'y plonger complètement avec tout le temps que vous prenez pour y réfléchir, pour l'écrire, pour le tourner, parce que c'est un long processus quand même que vous élaborez. Mais si je prends l'enfant que vous allez voir, le film que vous allez voir, quand on tournait Le Fils, le film qui précédait l'enfant, il y a une jeune fille qui passait dans la rue où on tournait
avec un landau et un bébé. Mais elle le conduisait très violemment, ce landau. Une jeune fille très marginale. Et on pensait peut-être même qu'elle faisait croire qu'elle avait un bébé et qu'il n'y en avait pas en fait. Mais il y en avait un parce qu'elle est repassée, tout ça, on a parlé avec elle. Bon. Et puis, ça nous avait frappé. Et moi, je note beaucoup de choses. Et j'avais noté ça. Et en parlant avec mon frère, quand on redémarre vers un autre scénario, je lui dis, c'est une fille avec un landau qui serait peut-être vide, qui se donne une allure de mère, qu'elle n'est pas... Enfin, on était là-dedans. Et mon frère part passer quelques semaines de vacances en Italie, où il va toujours, quasi. Il entend parler de milieux, d'un milieu, je dirais, de mafiosi, si je peux employer ce terme, qui pratique le trafic d'enfants. Donc, vous avez un enfant, vous ne savez pas vous débrouiller avec, vous avez un problème, voilà, eh ben, on va s'en occuper, on vous donne de l'argent. Et, voilà. Et ces gens ont été évidemment arrêtés par la police. Et mon frère me dit, c'est étonnant, on parlait d'un enfant qui ne serait pas dans la poussette ou bien... Bon, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'elle le vend. Bon, voilà, on ouvre la partie là-dedans. La même chose en France. Ça, c'est une filière bulgare où donc ce sont des enfants. Soit la jeune femme fait un enfant pour avoir de l'argent, donc ça doit être quelqu'un de pauvre, évidemment. Sinon, elle ne le fait pas. Pour avoir de l'argent, 5 000 €, c'était... Ça, on a des renseignements par la police, etc., pour avoir les choses concrètes. Hein. Voilà, 5 000 €. Et l'enfant est transféré, si je puis dire, clandestinement en Bulgarie, à l'époque, et un couple belge adopte un enfant bulgare qui est dans la misère en Bulgarie. Mais en fait, l'enfant, il vient de France ou de Belgique. Mais en Belgique, on n'a pas eu d'informations, mais c'est sur la France qu'on est. Et on s'est dit, tiens, ben voilà, comment parler d'un personnage qui serait léger, irresponsable, hors, comme on dit aujourd'hui, hors sol, au point de vendre son enfant. Est-ce que c'est imaginable? Parce que c'est quand même une chose, si je puis dire. Un jour, Jean-Claude Grimbert, qui a écrit La plus précieuse des marchandises, notre film, il a fait 370 000 entrées comme ça en France, il avait eu la Palme d'Or, on croyait qu'il ferait plus. Et il m'a dit, mais tu sais, la dernière chose qui nous reste, le lien à l'enfant, vous coupez le cordon. C'est normal que les gens n'aient pas envie de voir ça. Il y a du vrai, il y a du vrai. Et donc, on est parti de cette idée, mais on va essayer de construire un personnage d'aujourd'hui pour qui tout, y compris son enfant, mais c'est le père, c'est pas la mère, parce que là, on n'a pas allé jusque-là. Son enfant peut être une marchandise. Voilà. Est-ce possible ou pas? Alors, on a essayé. Et c'est devenu possible quand, après l'avoir vendu, il le rachète. Sinon, ça devient une simple crapule, si vous voulez. Vous dites, voilà, il a vendu, oui, bon, bah, c'est terrible. Et la pauvre fille, sans prévenir sa copine en plus, il l'a vendu. Hein. Et donc, il va le rechercher. Et donc, on va pouvoir filmer, et c'est là qu'on essaie de filmer des gens qui s'en sortent, si je puis dire, qui sortent du trou, qui sortent de leur cage, c'est-à-dire, il va peut-être, et c'est ça tout le problème, tout le pari du scénario et puis du film, évidemment, est-ce qu'il va pouvoir enfin devenir le père de cet enfant? Voilà. C'est-à-dire, sentir qu'il y a de la gravité, que tout n'est pas léger, que tout ne se vaut pas. Et donc, pour la mise en scène, pour nous, c'est déjà beaucoup de choses qui sont dites, parce que être lourd, être léger, c'est quelque chose de visible, ça. Porter quelque chose, voilà, sautiller, s'habiller. Enfin, pour les vêtements, ça donne plein d'indications déjà. Et ce que je disais aux deux étudiants ce matin, que dans un moment donné, vous allez voir, il va porter son ami. Et là, il va sentir le poids. Enfin, nous aussi, spectateurs, spectatrices, on va sentir le poids des choses. Le poids. Un être vivant, c'est un poids, c'est une existence, c'est réel, on ne fait pas ce qu'on veut avec.
on n'a pas, enfin, c'est quelque chose qui, oui, pour lui, un être vivant ou un être mort, c'est la même chose finalement, un objet, quoi. Et là, non, il va comprendre, c'est pas la même chose. Doucement, doucement, il ne faut pas aller trop vite. Et toujours, il faut que, si on appelle ça une prise de conscience, soit aussi une prise de corps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit seulement que ça se passe dans sa tête, pas que c'est son corps entier qui doit changer, qui doit devenir un autre, qui doit être quelqu'un qui peut pleurer, qui peut avoir des émotions, qui peut trembler, ou on peut imaginer des... Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on pense, nos films. À propos justement des corps et de votre travail avec les acteurs, actrices, il y a ces grands malentendus sur le fait que les acteurs professionnels rassemblent à leurs personnages. Et en fait, je vous ai entendu dire que justement les acteurs non professionnels doivent abandonner leur personne le plus possible. Et les acteurs professionnels avec qui vous avez travaillé, on les a cités tout à l'heure, Marion Cotillard, Adèle Haenel, Cécile Defrance, doivent abandonner leur technique. Comment vous travaillez en fait avec ces deux typologies d'acteurs pour obtenir cette harmonie finalement de jeu? Oui, c'est-à-dire qu'un acteur, bon, il y en a un grand dans la salle, bon, un acteur professionnel, il sait se débrouiller. À un moment donné, on lui demande de faire une chose un peu complexe, avec prendre 2 objets en main, en déposer un, il va trouver. Et il ne va pas il ne va pas être emmerdé, si je puis dire, gêné par ces choses. Un acteur qui n'a jamais joué, lui, ça va être une catastrophe. Il ne va pas y arriver. Il va poser un, il va faire bon. Et donc, on cherche quelque chose. Mais avec les deux, on dira à l'acteur professionnel, attends, oui, tu l'as bien fait, mais c'est technique. On le sent que, normalement, quelqu'un de la vie, il n'aurait pas pu le faire comme ça, mais quelqu'un de la vie, paradoxalement, ne saura pas le faire non plus comme le ferait quelqu'un dans la vie. Il va aussi faire... Donc, on cherche. On cherche. Et, bon, voilà, on trouve ce qu'on trouve. Mais avec un acteur non professionnel, le problème, c'est que quand, par exemple, je prends Émilie qui a fait Rosetta, elle avait des petits gestes. Et elle ignorait que la caméra les voyait. Et donc, on lui dit, il faut que tu perds tes petits gestes. Elle prenait aussi un asticot parce qu'elle pêche dans le film, et elle n'aimait pas trop. Et rien à faire, on le voyait. Mais elle ne faisait pas ça, mais on sentait qu'elle n'était pas habituée à prendre des vers de terre dans ses mains, que ce n'était pas son truc, et il fallait que ça devienne son truc. Un acteur professionnel, bon, il aura déjà répété sans doute chez lui, il aura lu le scénario, même s'il a une allergie affective au vers de terre, il va se débrouiller pour le faire. Et alors elle nous dit, et puis le truc le plus génial, c'est quand Émilie, on lui dit, voilà, tu as des bottes, là on répète, on fait le premier jour, dit, tu as des bottes des caoutchoucs, et tu vas marcher. On était dans la ville de Liège. Elle dit, mais non, pas dans la ville quand même. Donc elle était toujours Émilie, elle n'était pas de Rosetta. Bon, et donc il faut... Je crois que c'est Peter Brook, le metteur en scène, qui avait dit, il faut que la télé explose, il faut que l'image de soi casse. Il faut que l'image de soi qu'a cet acteur non professionnel, l'image qu'il a de lui ou d'elle dans la vie, disparaisse. Et ça prend un peu de temps, il faut répéter. Et l'acteur professionnel, comme disait Cécile Defrance, quand elle jouait avec le petit garçon, qui n'avait jamais joué, mais qui a un vrai talent aussi. Il y a aussi le talent, évidemment. C'est pas parce qu'on n'a jamais joué qu'on est bon. C'est pas ça que je dis. On fait un casting très long. Sur Rosetta, on en a vu 600 de jeunes filles. Bon, donc il y a ça aussi, évidemment. Il faut sentir quelque chose. Mais Marion, elle disait, mais quand il est là, le gamin, j'ai l'impression que c'est un chien qui... Un chien peut être un cabot, comme on dit. Bon, mais un chien, il est sur scène, il est là, il est un chien, quoi. Il ne joue pas, il a conscience de la fiction, il ne l'a pas, il est là, il joue. J'ai l'impression que je suis à côté de quelqu'un qui est là, et que moi, je n'arrive pas à être là, comme lui, parce que j'ai l'impression que je joue. Et on lui disait, non, mais elle dit si. Et c'était bien qu'elle le dise, parce que pour ça, c'est elle ne me l'a jamais dit vraiment, ce qui s'est passé, mais on a senti que plus on répétait, plus elle cherchait plus les choses, la lumière, elle s'en foutait, enfin, vous voyez, parce qu'il y a des réflexes qui viennent aussi d'une technique de tournage, d'une technique d'acteur qui est importante.
faut l'avoir. Et c'est ce qu'on essaye de donner aux non-professionnels, justement. Mais voilà, c'est la manière de se tourner, le regard. Bon, mais ça, on le sent quand on tourne. On le sent quand on tourne, quand on répète, pardon. Donc, dans les semaines qui précèdent le tournage. Et là, on sent, et Marion avait été géniale aussi pour ça. Elle avait compris très vite, elle avait regardé tous nos films. Bon, voilà, elle avait compris comment elle devait un peu exister, quoi. Et pour courir, Non, et puis là, on l'a dit, essaye de courir plus. Bon, voilà. Mais ça, bon, les acteurs professionnels sont magnifiques, évidemment, et nous, on aime beaucoup les acteurs, les actrices. Et bon, quand ils acceptent, mais même Gourmet, un ami, Olivier Gourmet, acteur, qui est devenu un acteur connu, mais au début, quand on le filmait de dos, tout le temps, dans le fils, une grosse partie du film, et les gars, à un moment donné, je disais, mais mes yeux ne sont pas là, quoi. Et oui, ben oui, parce que vous dites, mais il me filme, mais je joue pas, moi, avec mon dos. Et on disait pour rire, mais si Olivier, tu as un dos qui joue, tu es magnifique. Et il dit, non. Mais on essayait de ne pas saisir son regard. Pourquoi? Parce que le film, c'est l'histoire. C'est une histoire, comme tu disais, très grave. Il est moniteur dans un centre de réinsertion sociale, moniteur en menuiserie, et débarque un gamin qui vient d'un centre fermé, c'est-à-dire une prison pour les mineurs, quoi. Et il est en réinsertion sociale. Et ce garçon, lui, le garçon ne l'a jamais vu. Mais quand il voit le nom du garçon, lui non plus, il ne l'a pas vu. Ce garçon n'a pas été jugé parce qu'il était mineur. Donc il n'y a pas eu de séance au tribunal, etc. Mais le nom, il le connaît. Et sans le dire à personne, alors qu'on demande toujours dans les centres de réinsertion, voilà, nous allons recevoir un nouveau stagiaire, un garçon ou une fille qui vient apprendre un métier. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire contre le fait qu'il soit... Et il dit, rien à dire, d'accord. Et c'est le garçon qui a tué son fils, 5 ans plus tôt. Et Olivier va essayer d'approcher ce garçon, on va se demander est-ce que c'est pour le tuer ou est-ce que c'est pour, je dirais, pour l'embrasser ou le tuer. Enfin, c'est entre les deux, quoi. Faire la paix, lui apprendre son métier de menuisier ou bien au contraire le tuer. Et bon, voilà, c'est le film. Mais pourquoi nous, on ne devait pas avoir Olivier? Mais ça, Olivier l'avait compris. Mais c'est quand même dur. La moitié, 3/4 du film, quand même, il est en partie de dos, de profil. C'est qu'on ne voulait pas lire, que le spectateur et la spectatrice ne puissent lire dans son regard. Et chaque fois, d'ailleurs, qu'Olivier nous disait et maintenant, là, j'ai envie de le tuer ou on ne sait pas, Olivier, comme tu le sens. On verra. Et on filmait. S'il était trop, alors on disait non, retiens pas de haine dans ton regard, neutre, sois neutre. Ou bien, au contraire, on lui disait, bon voilà, ça dépendait des moments. Hein. Mais voilà pour la raison pour laquelle on le filmait de dos. Plus de dos que de face, je dirais. C'était pour ça, pour ne pas que le spectateur lise. Et que le spectateur soit tout le temps dans l'attente. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il pense? Je ne le vois pas, je ne vois pas son regard, je ne vois pas... Donc voilà, c'est une manière aussi d'augmenter un peu le suspense. Mais pour revenir au fils, justement, ce film-là, tu viens de le dire, hein, il est instructeur dans le monde de la menuiserie. Et je me pose la question, je crois même que je vous l'avais posée à l'époque, mais comment... Enfin, flashback de 30 ans. Là. Comment la menuiserie est arrivée dans l'écriture? Pourquoi la menuiserie? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont vu le film, le fait qu'il est tout le temps à côté de scies circulaires, de scies... Enfin, vous imaginez, enfin, vous voyez ce que la tronçonneuse et la scie peut donner comme... Et justement, à quel moment c'est arrivé, ça? Non, c'est-à-dire, c'est un peu comme pour l'enfant avec le poids des choses, hein, où on fait sauter Jérémy, enfin l'acteur, il saute, il bouge, il court, exprès pour être dans cette irresponsabilité-là, dans cette apesanteur. Et bien là, c'est le double maître. Le menuisier, il a un double maître. Et nous, on s'est dit, Olivier, il ne peut pas approcher ce garçon. Le garçon vient vers lui, il recule. Il doit montrer quelque chose au garçon dans le petit vestiaire. Il va vite avant dans le vestiaire, il va faire hop, et puis il prend une place. Mais le spectateur, à ce moment-là, ne sait pas que le gamin a tué son fils. Il ne sait pas. Donc on se dit, mais Olivier,
il est bizarre avec ce garçon. Hein? Et on s'est dit, le problème du film, la question, c'est l'espace. Là, c'est mesurer le moment où ils vont se toucher. Ils vont se toucher quand Olivier veut le tuer. C'est ça. Il ne le fera pas, mais il voudra le faire quand même et il ira assez loin. Et donc, il s'approche, hop, ils prennent. C'était tout le temps ça, le film. Et la scène des sandwichs, il mesure vraiment. Parce que Olivier, un peu comme un pointeur en cinéma, celui qui fait le point avant, hein, il calculait avec 1 mètre. Mais au bout du compte, quand vous avez fait 80 films, 100 films, ça va, tac, tac, tout de suite, vous savez dire la distance. Un menuisier aussi, assez vite. Il doit quand même mesurer, hein, parce que c'est au millimètre près parfois. Et donc, Olivier, le gamin, Francis, donc le jeune type qui a tué son fils, il regarde Olivier et ça devient un peu son modèle. Il s'attache à cet homme qui représente une précision, un savoir que tout le monde respecte, tous les élèves. Et le gars, le menuisier, il est capable de dire là, 2 mètres, 1 mètre et demi, 1 mètre 56. Alors le garçon le teste dans cette scène et il lui dit, monsieur, il dit, de là à là. Et Olivier ne se trompe pas. Et le garçon lui dit, ah, vous êtes fort. Et il y a un peu, parce que là, on sait qui est ce garçon. Et là, il y a un rire qui parcourt un peu la salle quand même, parce qu'on sent que lui dire à Olivier, vous êtes fort. Et il vient s'asseoir près d'Olivier, il lui dit, vous voulez une frite? Et Olivier ne veut pas avoir affaire avec lui. Et dans le tournage même, Olivier n'a jamais voulu manger avec le comédien hors plateau, donc. Hein, et vous lui dites, il ne faut pas qu'il s'approche de moi, il faut qu'on reste distant. Sauf quand on sera rapproché dans le film. Ça, c'est Olivier, ça, c'est chaque acteur a sa façon de faire, et on a respecté, évidemment. On parle de ces jeunes acteurs, mais évidemment, enfin, filmer l'enfance et la jeunesse, c'est aussi un élément récurrent dans vos films. Et par ailleurs, dans beaucoup de films, justement, des étudiants qui filment aussi des gens de leur âge, un peu plus jeunes. Quelle est votre recette pour obtenir des performances aussi incroyables de la part des enfants, des gamins, des jeunes acteurs, souvent qui n'ont jamais joué? Il faut travailler. C'est ça, essayer des choses. Par exemple, dans le dernier film, il y a un jeune garçon qui a proposé un saut. On lui a dit, il faudrait que tu quittes le banc, mais d'une manière pas normale, enfin, que tu nous surprennes, que tu quittes un banc public. Hein. Et il a dit, je sais faire 3-4 sauts, saut du chat, saut de ci, saut de là. Et on l'a filmé. Bon, et voilà, et on lui a dit, tu aimes lequel, toi? Et il a dit... celui qu'il aimait, c'était le même que nous. Donc voilà, c'était parfait. Donc on essaye, bon, comment vais-je dire, quand on parle à un acteur, je crois, c'est notre façon de faire. On ne dit pas « fais ça et pas ça ». Non, on ne dit jamais. C'est toujours négatif. Ne fais pas ça. Bon, si l'acteur est curieux, il va dire pourquoi, etc. Mais à un moment donné, ils ont compris qu'il n'y a pas besoin. Ils nous font confiance, on a confiance en eux. Et les répétitions, pour ça, c'est très important. Parce que, professionnel ou pas, on a un peu peur de paraître idiot parfois, de mal jouer. Et ça, avec Cécile de France, par exemple, au début, elle s'était dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que mon frère et moi, on parle tout haut, forcément. Vous êtes seul comme metteur en scène ou metteuse en scène, ça se passe là. Mais nous, on se parle. Donc on dit, ouais, mais là, quand elle fait ça, ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on aurait dû lui faire ça? Et Cécile, elle dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous me désarçonnez en parlant comme ça, en disant ce qui va, ce qui ne va pas. Et tout. Dit, mais nous, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus respecté. Je veux dire, on n'est pas gourou. Les gens ne deviennent pas les acteurs et les actrices avec nous. Ça parle. On échange. Ils cherchent avec nous. Et donc, ils n'ont pas peur d'être idiots au début. Souvent, les acteurs non professionnels, ils ont peur qu'on se moque, surtout quand ils jouent avec un autre, évidemment. Hein. Il y a devant nous, mais il y a aussi devant l'autre acteur. Et notamment avec Marion, par exemple, qui représentait beaucoup pour des jeunes acteurs chez nous, même professionnels, mais qu'on voyait peu à l'écran ou au théâtre. Donc, il faut créer ce climat où chacun peut être idiot, si je puis dire. Et là, on trouve beaucoup.
on trouve. Et avec les jeunes, on dit comment? Mais nous, on essaye, on les regarde et on se dit, tiens, un peu comme des vampires, si je puis dire. On se dit, mais tiens, ça, on n'aurait jamais pensé à faire ça. Et normalement, peut-être qu'un acteur professionnel aurait fait un trajet un peu moins compliqué, quoi. Mais on laisse, on dit... Parfois, on simplifie son... Par exemple, on avait la scène dans Le gamin au vélo où il rentre à un moment donné, il est très heureux, il va aller jouer au foot, quelqu'un l'a invité, un jeune de la cité l'a invité, et il rentre chez Samantha, la coiffeuse, et il va chercher un morceau de pain d'épices, et je ne sais plus, il ramène des courses, dont le pain d'épices, et il doit se prendre il doit se couper une tranche. Et c'était devenu d'un complexe avec le gamin. Il allait, il mettait là, il revenait chercher un couteau. Et a priori, on dit non, c'est trop compliqué. Puis on se dit, ben, finalement, attendons, peut-être c'est pas mal. C'est pas chez lui, c'est à peine chez lui, il vient de venir. Il ne sait pas où sont les couteaux. Et il nous a donné, on n'a pas fait ce qu'il avait fait parce que ça durait trop longtemps, mais quand même, on a complexifié ce qu'on pensait faire. Grâce à ça. Donc on essaie on les laisse vivre, mais dans le cadre, si je puis dire, mais quand même, au bout du compte, et ça ils le disent tous, c'est quand même très construit ce qu'on fait, même si ça doit paraître non construit. Mais c'est quand même très construit pour notre caméra. Parce que là, quand la caméra... et la caméra est tout de suite en jeu, hein, dans nos répétitions. Donc ils la sentent tout de suite, quoi. Et on dit non, arrête-toi un peu plus tôt. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Ils ont raison. Est-ce qu'il y a moyen de mettre une marque? On dit non. Tu vas le trouver, ça va venir. Et ça vient, mais il faut répéter. On a encore quelques minutes, pas beaucoup, mais quelques minutes pour des questions de la salle. Il y a des micros qui circulent, donc s'il vous plaît, levez la main pour poser vos questions. Ne soyez pas timide ni intimidé, sinon nous on continue. Là, il y en a une ici devant. Ici, s'il vous plaît. Merci. Continuez à lever la main, merci. Voilà, merci. Là, peut-être c'est mieux. Ouais. En fait, vous êtes l'auteur de vos scénarios et je voulais savoir, à partir du moment où la réalité qui vous intéresse, elle est également dépeinte dans des livres. Est-ce que vous avez eu l'idée, le goût, à un moment donné, d'adapter un livre qui s'attaquerait à ce qui vous intéresse de filmer? 2 fois, mais les droits étaient pris, et tant mieux d'ailleurs. On a voulu Russell Banks, Afflictions, et Mystic River. Mais c'est Clint Eastwood qui l'a fait, c'était très bien. Parce qu'ils avaient eu les droits avant qu'ils ne soient édités. Ils ont les droits, les épreuves. Donc voilà, ça va plus vite. Aux États-Unis, ils disent les agents donnent les épreuves. Donc il faut s'y prendre très tôt. Mais je ne crois pas qu'on aurait fait le film non plus. Hein. Mais nous, la réalité, on s'en inspire. Mais ça, peut-être, que je le dis, c'est intéressant aussi pour les étudiants et les étudiants. Le silence de l'Orla, on parle d'un fait divers. On est à Bruxelles, un ami nous dit, je connais une fille qui est animatrice de rue, qui connaît beaucoup de choses de ce qui se passe dans les rues aujourd'hui, etc., dans les grandes villes. Et on rencontre cette fille, et je vais aller très vite, mais elle nous dit, j'ai vécu une chose extraordinaire il y a peu de temps. Son frère est toxicomane et vit dans la rue, c'est sans doute pour ça qu'elle est devenue aussi animatrice de rue. Et son frère avait une proposition de mariage blanc. Je vous parle d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce serait moins possible. Et mariage blanc, donc faux mariage, quoi. Et c'est le milieu albanais, rien contre les Albanais, mais il se fait que ces Albanais qui tenaient à ce moment-là à la prostitution, etc., à Bruxelles, ça a peu changé. Le milieu albanais avait des filles à marier, des jeunes prostituées qui voulaient marier pour qu'elles deviennent belges. Et ils s'adressaient ils essayaient de convaincre des toxicomanes, de dire, voilà, tu as, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais tu as 5 000 € pour te marier. Normalement, si vous êtes toxicomane, l'argent vous intéresse. Et tu auras 10 000 le jour du divorce, dans 6 mois. Il fallait vivre 6 mois avec une fille. Avec un Belge, pardon, pour avoir les papiers. Et son frère avait eu cette proposition, elle lui avait dit, ne fais pas ça. Parce qu'on a retrouvé 2 jeunes toxicomanes overdosés. La police soupçonne que c'est des overdoses qu'on leur a fait justement pour qu'il n'y ait pas le divorce, qu'il n'y ait pas les 10 000 € à donner. Et qui va s'intéresser à la mort d'un toxicomane, à la mort par overdose d'un toxicomane? Ça paraît naturel.
si je puis dire. Et donc, voilà un fait divers. Et on s'est dit, tiens, et oui, pourquoi elles deviennent belges? En fait, parce que ça se complique, elles deviennent belges, mais ça c'est la réalité, hein. Elles deviennent belges pour marier des Russes qui sont en délicatesse avec le mieux de leur pays. Et ça, on l'a repris dans le film, d'ailleurs, ce double mariage blanc. Et alors, on s'est dit, tiens, voilà une histoire glauque. Donc, c'est pas ça qu'on a fait. On n'a pas décrit ça. On s'est dit, mais la fille qui, elle, accepte ce marché, elle va vivre 6 mois avec un type à côté duquel elle peut déjà le voir mort. Elle sait qu'il va être tué par overdose. Est-ce qu'elle va tenir le coup ou pas? Bien sûr, on peut tenir le coup. Bon, nous, on a imaginé une jeune femme. On n'a pas pris une prostituée, parce que là aussi, tout le monde a ses images sur la prostituée. On s'est dit, on a pris quelqu'un de plus ordinaire, dans le sens où le spectateur et la spectatrice ne peuvent pas tout de suite projeter des clichés. On a pris quelqu'un de plus ordinaire, qui avait un rêve d'un snack avec son copain, etc. Et on s'est dit, elle va vivre avec lui, et on va faire en sorte qu'elle change, qu'elle devienne proche de cet homme, et qu'elle veuille le sauver. Sans que ça ne devienne angélique, parce que quand même, pour accepter un marché pareil, il ne faut pas être angélique. Hein. Tout le monde n'accepte pas de faire ça. Mais comment transformer... Donc voilà, on part d'un fait divers, et on le transforme en une question, appelons-la morale, si vous voulez. Voilà, une question voilà, de comportement. Voilà. C'est ça qu'on a essayé de faire dans... Et l'enfant que vous allez voir, c'est la même chose. Effectivement, en Italie et en France, il y a eu des enfants envoyés en Roumanie, en Bulgarie, qui étaient des enfants d'ici pour les acheter, etc. Mais on s'est dit, bon, ben voilà, notre personnage fait ça, mais il se rachète, et si je puis dire, il rachète l'enfant au milieu. Encore une question là, voilà, il y en a une ici devant, ici devant. Bon, ben voilà. Ici, s'il vous plaît. Quand un étudiant parle, on le privilégie. Je dis, quand un étudiant demande la parole, on le privilégie, c'est normal. Oui. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous remercier pour vos films, je suis un grand admirateur. Et j'ai une question sur le rythme de vos films. Pas de musique, très naturaliste comme ça, mais vous... Enfin voilà, c'est des films très dépouillés, mais très organisés, très préparés, et c'est très impressionnant. Et je me demandais un peu comment vous réfléchissiez voilà, au rythme de ces personnages, de ces personnes qui marchent, qui sautent, qui courent, qui mangent. De ce que j'ai compris, vous répétez beaucoup, vous préparez beaucoup. Mais ouais, oui. Parlez un peu de la musicalité de vos films. Du rythme. Le rythme, bon, dans votre école, évidemment, le montage joue un rôle pour le rythme. Hein. Et nous, on pourrait croire qu'il n'y a pas de montage, mais il y a quand même un montage, même si nos plans sont des plans séquences. La monteuse, à qui nous travaillons depuis La Promesse, a un travail quand même. Hein. Et parfois, on creuse, on coupe dans un plan séquence pour creuser, faire une ellipse. On coupe un morceau. Bon, ça nous arrive aussi. Donc, il y a du travail de montage quand même, de rythme qu'on trouve dans le montage. Mais avant le montage, nos plans, on cherche le rythme, c'est ce qu'on cherche. Hein. Et là, donc, en changeant de valeur de plan, proche, plus lointain, plus proche, champ vide, silence dans les paroles, tout ça. Bon. Et là, les dialogues, réécrire les dialogues dans les répétitions pour qu'il y ait un silence plus long. Ou bien parfois, c'est l'acteur ou l'actrice qui nous donne l'idée, hein, qui dit, au lieu de dire ça, je pourrais me taire. C'est mieux. Ou bien je pourrais être plus bref. Bon, voilà. Donc on trouve aussi on n'a pas la science infuse, on trouve beaucoup avec les acteurs et avec l'ingénieur du son aussi, avec le caméraman. Hein, on n'est pas seul. Hein. Et il faut savoir écouter quand on met en scène. Il faut bien écouter ce que disent les autres qui vous entourent. Mais aux répétitions, on est seul avec les acteurs. Donc là, ça vient toujours des acteurs. S'il y a un changement, ils nous aident, même en faisant une erreur. Dans le mouvement, il court. Mais pourquoi tu cours? Et il nous dit pourquoi. C'est vrai, on y avait pourquoi pas. Essayons. Et voilà. Mais le rythme, pour nous, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est ce qu'on essaye de trouver durant les répétitions.
Nos mouvements de caméra et le mouvement des acteurs. Immobile, mobile. Nous, on s'arrête, on redémarre. Ou non, on le laisse sortir, il revient vers nous. Ce sera mieux qu'il y ait un moment cadre vide, un moment, voilà, et que sa voix devienne off. Et ça, c'est en travaillant qu'on trouve. On n'a pas de recette, heureusement. Parce que parfois, on se dit, tiens, on répète un mouvement qu'on a déjà fait, donc attention, pourquoi on le fait? Est-ce que vraiment, il n'y a pas autre chose à trouver? Mais le rythme, c'est ce qu'on cherche vraiment. Et bon, ça, c'est... Avec un acteur comme Gourmet, par exemple, c'était passionnant parce qu'on voulait qu'il soit toujours un peu en déséquilibre. Il va tuer, il ne va pas tuer l'assassin de son fils. Il est tout le temps comme ça. Il s'arrête jamais d'un coup. Il s'arrête et il bouge toujours un petit peu. Et nous, donc notre caméra, elle ne va pas faire ça. Donc elle reste fixe. Si jamais il ne bouge pas, c'est la caméra qui ne s'attend pas à ce qu'il s'arrête, qui cadre un peu à droite et puis qui revient. Mais nous, dans le cas d'Olivier, on voulait que ce soit lui. Que le cadre soit fixe, enfin plus fixe, je peux dire, parce qu'il y a aussi des mouvements, mais c'est lui qui bouge, voilà, il se met sur la pointe des pieds, mais il bouge un peu, voilà, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc voilà, mais le rythme, c'est la chose, voilà, et on fait des prises différentes, parce que justement, monter l'escalier ou descendre l'escalier. Là, dans ce film-là, il descend souvent l'escalier. Bon, on a fait 6 rythmes différents. Parce qu'on ne savait pas, quand on tourne, on ne sait pas ce qui sera bien au montage. Parce qu'il y a le rythme du plan, puis il y a le rythme du film. Donc, on dit, s'il est trop lent, c'est pas bien. S'il est trop rapide, on a l'impression qu'il y a une urgence alors qu'il n'y en a pas. Donc, il faut les trouver. Et on a fait, Olivier, il en avait marre à la fin de monter et descendre l'escalier. Et il disait, les gars, choisissez quand même. Ben, on ne sait pas, on va voir. Nous, mon frère et moi, on dit, on est un peu comme des rats. Vous savez, il y a le fromage qui est là, on ne sait pas où est la bonne case, où aller chercher à manger, quoi. Alors, on est un peu comme les rats de laboratoire, vous voyez, on cherche, quoi, on ne sait pas. Et on dit ça, et ça, tout le monde dit, ah ouais, d'accord. Parce que c'est vrai, on ne sait pas. On cherche, les rythmes, c'est pas facile à trouver. Dans le plan, oui, mais pour le film, est-ce que ça ne va pas être trop rapide, ou trop lent? Et on sait qu'on peut monter, mais comme on fait des plans séquences, couper dedans, c'est pas toujours évident. Alors ça, je peux vous dire aussi, pour les étudiants et les étudiantes, on fait parfois des coupes invisibles, qu'on ne voit pas. Hitchcock a fait ça le premier dans... La corde. The rope. The rope, la corde. 5 plans. Hein? Juste... Et je pense qu'il fait dans Franzi aussi. Hein? Dans Franzi. Dans Franzi aussi, oui. Quand il rentre dans l'immeuble, là, le toit, sur le linteau au-dessus de la porte, il coupe. Eh bien, si vous voulez, vous faites un panneau. Vous passez d'un personnage à un autre. Bon, même, je fais une longue distance, ça peut être beaucoup plus courte. Hein. Mais là, au milieu, quand vous avez le même... disons, la première partie du plan, c'est plutôt à gauche. Et la deuxième partie que vous trouvez la meilleure, elle est donc la partie de droite, mais ça appartient à une autre prise. Et malheureusement, là, c'est une matière, un plan. On ne peut pas... si on le coupe, on le coupe. Et comment le coller, la première partie, qui a été faite avec la prise 3, disons, à la deuxième partie qui a été faite avec la prise 20? Eh bien, on fait un raccord invisible. On essaye. Maintenant, avec les effets spéciaux, je crois... c'est plus facile. Mais nous, sans effets spéciaux, on met juste, quand il y a la même lumière, une image, et ça ne se voit pas. C'est comme ça, parfois, qu'on aimait bien le plan, mais on aimait mieux le début là, la fin là, qu'on arrive à faire des... Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. Alors, peut-être une toute dernière question. Il y avait monsieur qui avait levé la main et on lui a coupé le micro là-bas au fond. Oui, merci. Désolé. Relevez la main pour qu'on... Oui, on vous voit. Voilà, merci. Désolé. Ouais, c'est une question très courte. Et qu'est-ce que vous pensez de l'émission belge Striptease qui met en valeur les Belges, qui les filment comme ça? Est-ce que vous avez l'impression que parfois ça les ridiculise un peu ou c'est un bel hommage? Écoutez, je me suis disputé avec eux. Et puis on s'est réconciliés quand même. Mais moi, j'ai dit qu'eux, ils méprisaient les gens. Voilà. C'était mon point de vue. On se moque. Et moi, je n'aime pas qu'on se moque. Voilà. Mais après, on s'est vu, on a parlé, mais j'avais dit ça sur les ondes.
Et donc, ils ont dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? C'est comme votre cinéma et nous. Mais j'ai dit, non, c'est pas la même chose. Moi, je me moque pas des gens qui savent. Enfin, au contraire, on essaye que les gens se sortent de leur situation. Mais je comprends aussi, apparemment, ça a apporté des choses dans l'histoire de la télévision, je crois quand même. Hein, mais ça, c'est pas ce qu'on fait, nous. C'est pas ce qu'on fait. Voilà. Les gens sont objets de notre rire, quoi. Je sais pas. Mais pas toujours. Il y en a des striptease qui sont très bien aussi. Comment on appelle, des épisodes, si je puis dire. Oui, ces reportages et ces épisodes. Ouais. Il y en a qui sont bien. Hein. Et nous, on ne filme pas comme un reportage non plus. Tout est construit. Mais voilà. Mais ceci dit, ils ont fait des choses magnifiques. Et il se fait que j'envoie un des deux concepteurs. Je le vois souvent le dimanche matin ou le samedi. Donc on se salue bien et tout. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense. Est-ce que tu peux, je ne sais pas si c'est possible, tu es en train de mixer ou terminer Mixer, on commence le mixage mardi, voilà. Lundi. Tu veux en dire un mot? Tu peux en dire un mot? Je ne sais pas si c'est un secret, si au contraire vous dites non, on ne dit pas. On ne peut pas, on ne dit rien, Voilà, mais c'est des acteurs, il y a quand même des acteurs professionnels, mais les 5 rôles principaux, c'est 5 jeunes filles, dont une a déjà joué. Je me demande si c'est... Elle s'appelle Elsa Huben. Je me demande si ce n'est pas un film que la Suisse a coproduit. Hein. Une histoire d'adolescent, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être, on va vérifier. Tu as d'ailleurs coproduit un film suisse qui est La Ligne d'Ursula Meyer. D'Ursula, voilà. oui, avec Stéphanie Blanchou. Absolument. Et Bruni. Valéria Bruni. Valéria Bruni Tedeschi. Magnifique actrice aussi, toutes les deux. Oui. On a produit encore autre chose en Suisse, non? Oui, je voulais aborder la question de la production, mais je crois que ce sera pour la prochaine fois. Donc il faut revenir l'année prochaine, ça, c'est sûr. Il faut revenir, voilà. Ou alors c'est Jean-Pierre qui vient, je ne sais pas. Ah, mais Jean-Pierre viendra. Et Jean-Pierre, il n'aime pas trop bouger. Merci. Non, c'est vrai, oui, c'est peut-être ça, oui. Bon, enfin voilà, écoute... je vais essayer qu'ils viennent. Mais si vous voulez retrouver Luc Dardenne, c'est demain pour 2 jours, 1 nuit, pas que je fasse la confusion parce que je l'ai fait tout à l'heure, donc 2 jours, 1 nuit. L'éclipse. Hein? L'éclipse. Voilà, oui, non, quand même pas. Et j'aimerais qu'on remercie chaleureusement Luc Dardenne, dont vous allez voir dans quelques instants la 2e Palme d'Or, L'Enfant. Merci.